La météo avec MTN. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le tout premier lundi de l'année 2021 et j'espère pour vous que vous l'avez assez capitalisé. Quoi qu'il en soit, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Cette soirée, c'est un ciel nuageux associé à un temps calme qui domineront sur l'étendue de notre beau triangle national, caractérisé par de légères averses tout de même et des nuits fraîches. Côté température, nous avons 13 degrés pour la minimale observée dans la région de l'ouest pour une maximale de 24 degrés dans le littoral et une partie de la région du sud. Allons tout de même plus en détail et commençons dans la belle extrême nord cette soirée. Le ciel sera totalement dégagé bien qu'un phénomène de brume sera observé et en matinée, les températures seront comprises entre 18 et 25 degrés. Passons à présent dans la belle Adamawa. Ciel totalement dégagé, joli clair de lune observable à Tigné, Bagne, Tibati pour des températures petit matin qui diminueront de 6 degrés seulement. Pour terminer, allons ensemble dans le sud-ouest entre belle éclaircie et ciel nuageux. Les températures seront très contrastées cette soirée et en matinée seront comprises entre 18 et 25 degrés pour de fines précipitations dans la ville de Limbé. C'est tout pour ce bulletin météo. Je vous invite à découvrir l'incroyable Mont Cameroun et je vous souhaite une excellente soirée. C'était la météo avec MTN. Ensemble, c'est 20 sur 20. 20 000 cash chaque 20 minutes, 20 voitures et 20 millions de francs. Achète ton forfait d'au moins 250 francs. Tape étoile 222 dièse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très bonne année 2021 à tous. Voici les titres du journal. Reprise des classes effectives pour le deuxième trimestre. Les classes maternelles, primaires et secondaires, toujours sous la menace du Covid-19. Nous faisons le point dans quelques établissements scolaires dès l'entame du journal. Reprise de l'économie nationale, le chef de l'État projette la croissance à 8%. Le dossier de la rédaction ce soir livre les recettes et les conditions de cette relance. La reprise des graves accidents de la route lors des voyages de nuit relance le débat sur la dangerosité de cette option. Voyager de nuit, est-ce vraiment indispensable? Peut-on réguler? C'est ce qui fait débat ce soir aux 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Heureuse de vous retrouver aux 20h30. Ouvrons donc avec un regard sur le décret du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a signé ce 4 janvier ce décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux dans le département de la Maine-Noire, région de l'Ouest. Ce sera le 4 avril 2021. Rappelez-vous qu'au terme de ces élections du 6 décembre, la Cour suprême avait annulé l'unique liste des représentants du commandement traditionnel dans cette circonscription de la Maine-Noire. Le décret présidentiel de ce lundi permet donc de reprendre sereinement ce scrutin dans cette circonscription. Augustin Guizana. 30 novembre 2020. Les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun vident le contentieux préélectoral relatif à l'élection des conseillers régionaux. Le verdict de la Chambre disqualifie la liste conduite par Sa Majesté Gabriel Tidier, qui lorgnait les 3 sièges des représentants du commandement traditionnel dans la circonscription électorale de la Maine-Noire. L'unique liste. Motif, non-respect des composantes sociologiques. Conséquence, le 6 décembre 2020, jour de vote, les 156 chefs traditionnels qui constituent le collège électoral des représentants du commandement traditionnel n'iront pas aux urnes à temps. Le tableau des répartitions des conseillers dans la région de l'Ouest est alors incomplet au soir des résultats de l'élection, soit 87 sur 90.
Il fallait une élection partielle pour compléter le tableau. L'article 268 du Code électoral, en son alinéa 2, stipule que lorsque l'annulation de tout ou partie de l'élection est devenue définitive, les collèges électoraux concernés sont convoqués dans un délai maximum de 60 jours suivant l'annulation. Le décret du chef de l'État fixant l'élection des conseillers régionaux dans la circonscription électorale de la Maine-Noire au 4 avril 2021 est donc dans le strict respect de la loi électorale. Autre actualité importante au Palais de l'Unité, cette année 2021, pas de présentation des vœux au président de la République, son Excellence Paul Biya, et à la première dame, Madame Chantal Biya, pour cette année 2021. Dans deux communiqués signés ce lundi 4 janvier, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, informe les chefs des missions diplomatiques accréditées au Cameroun, les membres des corps constitués nationaux ainsi que leurs épouses, que les cérémonies de présentation des vœux au chef de l'État et à son épouse pour cette année 2021 ont été annulées en raison, je cite, des mesures barrières adoptées par le gouvernement camerounais pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Fin de citation. Ce lundi 4 janvier était jour de rentrée pour les classes maternelles, primaires et secondaires à travers le territoire national. Rentrée pour le deuxième trimestre très décisif. Après 2 semaines de congé de Noël, la communauté éducative se remobilise ainsi pour une période essentielle du calendrier scolaire, mais toujours sous la férule du Covid-19. La reprise à Yaoundé, un reportage de Daniel Menanga. Décor de rentrée des classes sous Covid-19 ou maintien depuis 3 mois du dispositif sanitaire. Les masques vissés sur tous les visages ou presque, les sources de lavage de mains ça et là font croire à une adaptation définitive au mode pandémie. On a plus de 19 lave-mains mobiles et on a 5.2 permanents. Pour les salles de classe, c'est 50 par classe. Samedi et dimanche, on a désinfecté tous les salles de classe. Dans cet établissement privé secondaire, les règles d'hygiène et de salubrité individuelle invitent au respect des mesures barrières au coronavirus. Tous les enfants doivent porter systématiquement leur masque. Il y a des gels hydroalcooliques qui sont aussi distribués aux élèves dans les salles de classe. Et le surveillant veille à ce que pendant les pauses, les salles de classe soient fermées pour que les enfants puissent se recréer et qu'ils lavent davantage les mains. Le même vœu de salubrité est exprimé plus loin à la périphérie de Yaoundé, lycée technique de Soie. Une mémoire fraîche dans un environnement sain, bon départ pour un trimestre réussi, pourvu que ça dure au moins le temps de 2 séquences délicates et déterminantes qui se déroulent sous un soleil de plomb. L'autre enjeu majeur de ce trimestre charnière, c'est bien l'enjeu de la couverture des programmes, une exigence compliquée cette année par le système de rotation à mi-temps imposé par la pandémie. Et les enseignants cependant multiplient les stratégies pour maximiser les plages de cours. Sidoine Monkam. Nouveau trimestre et encore plus de détermination à atteindre les objectifs scolaires, notamment la couverture des programmes, et ce malgré la réduction du volume d'heures de cours. Nous sommes partis de 8 heures de cours par jour à 5 heures de cours par jour avec le système de mi-temps. Ces 3 heures doivent être récupérées pendant ces périodes où ils sont à la maison. Au système de mi-temps en place, à cause du coronavirus, il faut compter les contraintes du second trimestre, fériés et autres trêves. Pour combler les heures perdues, de nouvelles formules sont établies. Nous avons opté pour les cours en distanciel physique. Les enseignants font des cours qui ne peuvent pas être faits en présentiel. Ils les mettent sur des supports papier numérique avec des questionnaires. Autre lieu, dans ce collège d'enseignement privé, pas de système de mi-temps du fait des effectifs très réduits, mais d'autres dispositions tout aussi importantes. Nous serons obligés, surtout dans les classes certificatives, d'instaurer les cours les samedis et d'accorder les heures de rattrapage à ceux des enseignants qui accusent beaucoup de retard. Pour parvenir au résultat, l'apport des parents est non négligeable. Le deuxième trimestre est décisif. Le corps enseignant ne lésine sur aucun moyen pour conduire les élèves au succès.
Direction la région du Nord et là-bas, les établissements scolaires ont donné les premières leçons dès ce lundi dans le strict respect des mesures barrières également. Pour les constats à Garoua, nous retrouvons Jean Faumarguet. Au lycée technique de Garoua, le train de la rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre est effectivement en marche. Pour confirmer l'effectivité de la rentrée au vu des effectifs des élèves, des enseignants et des personnels administratifs. Pour les responsables de cet établissement, toutes les dispositions sont prises pour une rentrée sans Covid-19. Au lycée de Garoua-Djamboutou, les élèves de cet établissement ont eu comme première leçon les mathématiques. Les élèves sont en salle. Nous avons pris la peine de désinfecter toutes les salles de classe avant la rentrée. À l'école bilingue d'application de Djamboutou, tout est bien parti pour cette reprise de classe. On a un effectif de 448 et aujourd'hui nous avons 411 et nous avons aussi 8 enseignants et tous les 8 sont présents. La communauté éducative et les élèves dans le Nord restent donc déterminés et engagés à relever le défi de la performance pour une année réussie. L'éducation au Cameroun se veut également inclusive, étendue aux personnes handicapées et malvoyantes grâce à la vulgarisation du braille pour ces malvoyants. Il s'agit de cette écriture dont la journée mondiale est célébrée ce 4 janvier. L'écriture qui permet aujourd'hui l'insertion sociale de nombreux malvoyants, le braille et parfois également leur accès à des postes de responsabilité. Un franc succès pour le CEJARC, le Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, où nous retrouvons notre reporter Laurent Sokalia. C'est une longue histoire écrite en braille. Le CEJARC feuillette 35 pages, 35 ans d'éducation des malvoyants au Cameroun. Et l'histoire continue en salle de classe. Otto von Bismarck est piqué par un poinçon sur la tablette, un grand pas en canne blanche. À l'époque, on n'avait pas de matériel didactique pour travailler avec ces personnes. Mais de nos jours, on a le matériel, on fonctionne normalement. On a le matériel adéquat pour les mettre au même niveau que les valides. À la ligne en lettres capitales est marqué « imprimante en braille ». Des mots que seul le Cameroun emprunte en Afrique subsaharienne. Une technologie qui retranscrit tout en braille, comme les pages de ce document de sensibilisation au coronavirus. Elle va vous produire 900 pages en 1 heure. Et je dois dire que l'équipement tel que vous avez vu, le Cameroun est le seul pays en Afrique, au sud du Sahara, à disposer des appareils de ce niveau, avec une grande capacité de production. Vous savez que le CEJARC a participé à la production des bulletins de vote en braille. Et le Cameroun est le seul pays au monde où on peut voter avec des bulletins de vote en braille. Le syndrome de la feuille blanche, CEJARC ne connaît pas. Il est d'ailleurs très loin de marquer un point final à la promotion du braille au Cameroun. À présent, le dossier de la rédaction pour décrypter l'un des axes majeurs du discours du président de la République ce 31 décembre. Le chef de l'État prescrit des efforts pour atteindre un taux de croissance de 8%, notamment à travers la SND 30, la nouvelle stratégie nationale de développement fondée sur la transformation structurelle de notre économie. Mais comment atteindre cet objectif concrètement? Lucrèce Mbenga explore ici les niches de croissance et les leviers possibles pour la relance de l'économie nationale. Objectif 8% de croissance, mais l'année 2020 s'achève sur un taux de moins de 2,8%. Alors, pour que la croissance reparte au Cameroun comme prévu dans la SND 30, il faut notamment qu'elle soit portée par la plus-value de 3 secteurs clés. D'abord, l'agroalimentaire, avec comme levain la production et la transformation. L'import substitution, et ça peut concerner des produits comme le riz, où il est question d'augmenter la production locale et de réduire les quantités importées. Il y a d'autres produits qui peuvent concerner en même temps l'augmentation des capacités de production et la transformation pour avoir plus de valeur ajoutée. Dans ce cas-là, on peut citer
le cacao naturellement. On peut également citer le manioc, le soja, le maïs. Et puis viennent les transformations du bois et des produits forestiers non ligneux, en tirant avantage de la réforme de la CEMAC sur le secteur. Nous avons des opportunités de pouvoir passer à la première transformation, donc le sciage du bois, le plaquage, et la deuxième transformation, et la troisième qui vont constituer à la fabrication des meubles. Si on combine les capacités locales et la commande publique, notamment en ce qui concerne les tables-bancs, nous avons tout ce qui est mobilier de bureaux des administrations. Nous pouvons, à partir du bois, produire de la valeur ajoutée locale et maintenant à l'exportation. L'industrie du textile est également porteuse de croissance. Par la transformation du coton, on fait du tissu, on passe au textile et on passe à la confection. 3 grands domaines comme ça sont abordés et priorisés et il faut commencer maintenant. Absolument. 2030, c'est déjà demain. Il s'agit donc, en un mot comme en mille, d'appliquer un traitement de choc à l'économie nationale. L'ordonnance est certes déjà déterminée par la SND 30, priorité aux projets arrivés à maturité avec des coûts maîtrisés, priorité également à l'achèvement des chantiers en cours avec en ligne de mire l'émergence du Cameroun. Cyril Kingembepe. Le chemin est tracé, le Cameroun se construit de toutes parts. Pourtant, l'un des partenaires financiers en décembre 2018 questionnait les coûts appliqués. Pour la Banque mondiale, ils sont 2 à 6 fois plus élevés, d'où l'urgence d'être plus regardant. Il y a lieu d'envisager une meilleure façon de prioriser. Quels sont les secteurs qui sont les plus entraînants pour l'économie camerounaise et voir donc comment organiser nos différentes interventions pour qu'on ne se retrouve plus coincé. Les chantiers mis en exergue par l'institution vont du barrage hydroélectrique de Memveleux aux 2 projets autoroutiers majeurs, en passant par les logements sociaux. Parfois on a l'impression qu'il y a comme des espèces de délits d'initié. Mais véritablement, la question de la base compétitive sur laquelle les contractants sont recrutés est également importante. Véritable attente, bien sélectionner les secteurs productifs porteurs de la croissance espérée à 8% dans les prévisions de la SND 30. Sur la base de ces 8%, il est important, dans un contexte de relance, d'entrevoir vers quel secteur on devrait insister en termes d'investissement. La première année de cette stratégie est enclenchée et tous les projets se valent. Direction à présent la capitale économique au cœur des milieux d'affaires à Douala. Là-bas, les experts préconisent la consolidation du secteur privé en tant qu'acteur clé pour l'atteinte de cette croissance à 8%. Regard croisé à Douala, Joseph Itote. Malgré les vents contraires portés par la crise sanitaire mondiale et l'insécurité, l'économie camerounaise continue de se montrer résiliente. Elle peut donc mieux faire. Et pour atteindre des performances économiques plus rassurantes, il faudra davantage mettre le curseur sur le secteur privé. La loi de finances actuelle, je salue au moins le fait que les droits d'assises ont été imposés sur les matières qui sont produites localement pour éviter qu'on importe des produits que les nationaux fabriquent. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Ça suppose que la banque des PME ou bien que la banque agricole qui était prévue puisse vraiment exister et qu'elle accompagne véritablement les petites et moyennes entreprises agricoles. Le CHAN et la CAN feront à coup sûr bouger les lignes. Vous savez que c'est les PME qui font la croissance dans tous les pays du monde. Et pour que les PME atteignent ces objectifs, il y a un problème fondamental au Cameroun. C'est qu'il faut qu'on puisse trouver le financement de PME. Un taux de croissance à 8% sera synonyme de réduction de la pauvreté. Le Cameroun doit donc actionner tous ses moteurs internes de croissance pour ses objectifs de développement. Parlons encore ce soir de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Les textes signés par le président de la République et par le Premier ministre chef du gouvernement ce 30 décembre continuent de faire de nombreux heureux parmi les agents publics, surtout pour ceux-là qui échappent de justesse à une retraite très difficile. Voici le cas de Augustine Moumigna, agent contractuel, et celui de Mouetougué et Kane, cadre au ministère du Commerce. Leur état d'esprit est capté dans ce reportage de Franck Evina.
Augustine, 55 ans, assimile ce qui lui est arrivé à un miracle. Agent contractuel au ministère de la fonction publique depuis 2009, l'acte du chef de l'État l'a sauvé de justesse d'une retraite sans pension après moins de 15 ans d'ancienneté. Comme je partais à la retraite en janvier 2021, oui, j'ai été notifié parce que la fonction publique ici, c'est automatisé. J'avais même déjà tout mon dossier prêt. Il était aussi aux portes de la retraite à 54 ans. Motouké Kane, inspecteur des services numéro 2 au ministère de la Communication, avait longtemps rêvé de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Ceux qui partaient en 55 arrivaient en fin de gare. Ils commençaient donc à faire des requêtes pour la prolongation. Je pense que le chef de l'État a coupé court. 5 années de service supplémentaires et des ambitions encore plus grandes. En termes de revenus, je suis journaliste principal hors échelle. Bon, c'était en 2019. Ça va faire au moins 6 ans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. De nouvelles perspectives de carrière s'ouvrent ainsi pour ces agents publics à qui la retraite tendait déjà les bras. Et il faut dire que c'était une promesse du chef de l'État, cette harmonisation de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État relevant du Code du travail. La mesure était d'ailleurs déjà appliquée à de nombreuses catégories socio-professionnelles. Ce soir, le ministre de la fonction publique se réjouit et explique les retombées de ces importants textes. C'est dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Chantier phare du septennat des grandes opportunités, l'amélioration des conditions de travail à la fonction publique et la trame de fond du texte du 30 novembre 2020. Le 6 novembre 2018, lors de sa prestation de serment, le chef de l'État avait promis d'améliorer les conditions de travail des agents publics. La mesure annoncée le 30 décembre 2020 constitue donc une des réalisations de cette promesse. Les agents publics bénéficiant d'une prolongation formelle signée du chef de l'État sont éligibles à l'harmonisation, à l'exclusion des agents publics retraités mais étant sous contrat à durée déterminée dans les entreprises ou établissements publics, précisent les responsables du Minfopra. Vous deviez partir en l'an 2020, le chef de l'État vous accorde cette prolongation de 2 années et donc vous deviez partir normalement en 2022 avec le nouveau texte. Vous partez finalement en 2025. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite n'enlève en rien le droit du fonctionnaire de solliciter une retraite anticipée. Il appartient donc à celui qui est dans cette situation d'apprécier. Étant donné qu'il a commencé la procédure de départ normal à la retraite, il doit l'arrêter ou alors il doit continuer. Mais en tout cas, nous leur conseillerons vivement de rester. Nous avons besoin de leur expérience. C'est à croire que tout sera mis en œuvre au ministère de la fonction publique pour que le maximum de ces agents publics aguerris reste le plus longtemps possible. Autre chose dans le journal pour parler de cet accident tragique de Nomale vers Ndikinimeki. C'était la semaine dernière, un grave accident qui vient remettre au goût du jour ce débat sur les voyages de nuit. Toujours préférés par de nombreux Camerounais, ces voyages de nuit sont cependant parmi les plus accidentogènes. Et de nombreux textes ministériels appellent pourtant à la prudence. Mais question ce soir, cette activité peut-elle encore être régulée ? C'est ce qui fait débat dans le 20h30. Oswald Modon. Ils ne représentent que 5% du volume du trafic des personnes et pourtant les voyages de nuit sont 7 fois plus risqués. 35% des accidents survenus sur les routes camerounaises leur sont attribués. Malgré cela, les voyages de nuit ont leurs inconditionnels. Je dois travailler ici et puis rattraper. Dans la nuit, je voyage tranquillement et le matin, donc ça c'est ma raison. Nombreux sont ceux qui leur trouvent cependant des inconvénients. En voyageant de jour, il y a une facilité de porter assistance. Le chauffeur de nuit a beaucoup plus de précautions à prendre que celui qui voyage de jour. Et ça rend la chose un peu plus difficile. Même si les acteurs du secteur disent prendre les précautions qu'il faut. Aux yeux de tous, l'urgence de réguler définitivement les voyages de nuit s'impose. Il faudrait que les agences sectionnent les voyages de nuit. On ne peut pas avoir un gros bus où il n'y a qu'un seul chauffeur. On doit changer un chauffeur à Banganté. Banganté, Bafoussam. On ne peut pas prendre quelqu'un qui part de 22h et arrive à 6h du matin. Vous allez constater que les accidents, généralement, entre 2h et 5h du matin. Ça veut dire qu'il y a la fatigue.
Les autorités doivent veiller sur la feuille de route. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un gros transporteur de 70 places et donner ce bus à un enfant de 20 ans. Excusez-moi, ce n'est pas qu'on est contre la jeunesse, mais je crois que c'est un peu de responsabilité. Il faut quand même des gens matures pour conduire 70 personnes. Mais en attendant qu'il en soit ainsi, la responsabilité de chaque acteur est une absolue nécessité. Et également de la joie, c'est le cycle de la vie, la joie à la naissance de Bruna, le tout premier bébé enregistré à la maternité de l'hôpital des Bolova. C'était le 1er janvier 2021, exactement à minuit et 2 minutes. Cette petite fille a poussé son premier cri. Ambiance autour de la première vedette de ce jour de l'an dans ce reportage de Georges Ndi à Bolova. Les tout premiers cris de la numéro 1 des bébés de la cité capitale du Sud retentissent à la maternité de l'hôpital régional des Bolova. Il est exactement minuit 2 minutes lorsque la petite Bruna, 3 kg 15, voit le jour le 1er janvier 2021. Je suis vraiment fière parce que non seulement que Dieu a fait que j'accouche bien, ce que je n'imaginais pas, et je suis fière de ma petite fille. La joie était également perceptible sur les visages des sages-femmes. Pour elles, c'est toujours un grand plaisir d'accueillir un nouveau-né bien portant, sans incident. La femme est venue, elle avait déjà la dilatation complète, donc elle avait déjà travaillé bien. Elle n'a pas fait 5 minutes. Elle a accouché. Après avoir fait le tour des hôpitaux et centres de santé de la cité capitale du Sud, 5 nouveau-nés de plus ont été enregistrés après la naissance de Bruna, la maillot jaune de l'année 2021. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas pour autant dormir sur nos lauriers. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Plus d'ardeur dans la lutte contre ce coronavirus. Ces débuts d'année 2021, on vit déjà les conséquences du relâchement des mesures barrières pendant les fêtes de fin d'année. L'impact est perceptible sur les chiffres de la riposte. Les premières observations des experts sont déjà disponibles au lendemain de ces constats du président de la République. C'est dans cet entretien de notre reporter Évariste Eyenga. Il est avec le docteur Joseph Foncam et nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste, quelles conséquences, quels chiffres? Le discours du président de la République le 31 décembre dernier a bien indiqué aux Camerounais la nécessité de poursuivre les mesures barrières, mais ce discours intervenait alors que 2 semaines plus tôt, les Camerounais s'étaient déjà laissés oublier dans les jouissances de toutes sortes en raison des fêtes de fin d'année. Implication ce soir. Le docteur Joseph Foncam nous apporte des éclairages. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes virologue au Centre international de référence Chantal Biya. Alors, au lendemain de ces fêtes, qu'est-ce qu'on observe en tant que virologue? Effectivement, Évariste, au niveau du Centre international de référence Chantal Biya, nous sommes restés en première ligne pour la recherche de tout cas positif dans notre contexte. Et ensemble, avec les autres laboratoires du réseau national pour les cas de Covid-19, on s'est rendu compte que au lendemain de Noël, donc le 26 décembre, on était déjà à 13% de positifs, alors que jusque-là, on avait un taux stable de 8%. Et malgré le discours du chef de l'État du 31 décembre, nous nous sommes rendus compte que hier déjà, le 3 janvier, on est passé déjà de 13% à 19% des cas positifs et par la technique PCR qui est l'outil de référence. Et cela veut dire que le nombre de cas positifs continue à croître dans notre contexte et il y a donc lieu de s'inquiéter, il y a donc lieu de vraiment de sensibiliser pour le retour au respect des mesures barrières. Docteur, il faut au moins 20 jours pour poursuivre et achever cette analyse. Est-ce que ça veut dire que dans les prochains jours, on pourrait s'attendre à d'autres augmentations? Effectivement, Évariste, il faut une moyenne de 4
à 6 jours de période d'incubation pour pouvoir détecter des nouveaux cas. Donc nous pensons qu'avec ce non-respect des mesures barrières, les jours qui viennent, on pourra davantage récolter de nouveaux cas positifs, raison pour laquelle il est important, même que ce soit une nouvelle souche ou l'ancienne souche, les outils actuels les détectent, les méthodes de prévention sont les mêmes, alors on devrait réellement demander que tout le monde puisse mettre son masque lorsque vous allez hors de la maison, que tout le monde puisse également respecter au moins 1 mètre de distanciation physique et que aussi, si on est hors de la maison, qu'on ait avec notre gel hydroalcoolique. Merci Joseph Fokam pour toutes ces informations. On a pu noter le taux de contamination connaît une augmentation qui oscille entre 5 et 6%. Et c'est grave. Merci Évariste, merci au docteur Fokam. Nous retenons prudence qui reste de rigueur. La situation reste tendue à Bangui, nous y allons directement, ainsi que dans les autres villes de la République centrafricaine. La crise post-électorale inquiète toujours la population et l'ONU est au cœur des opérations de maintien de la paix. Cette MINUSCA peut compter sur l'efficacité de Rebecca Nanga. C'est une compatriote commissaire de police. Elle est prix de la meilleure femme policière de l'ONU. Son portrait est brossé ici par notre envoyé spécial, Elvis Mbimba, à Bangui. 3 ans que cette silhouette n'a pas été aperçue au commissariat central numéro 2 de Yaoundé. Rebecca Nanga était au cœur de la reconstruction de la police et de la gendarmerie en RCA. Une deuxième mission en terre centrafricaine couronnée par le Female Police Award de l'ONU. Nous sommes partis de la sélection jusqu'à la formation. Et pour avoir mené ce processus de recrutement au complet, la grande hiérarchie a estimé que j'ai beaucoup donné de moi pour la contribution à la stabilisation de la paix. Mère de 3 enfants, cette femme de 51 ans, dont 17 consacrée à la police, est reconnue dans les archives onusiennes comme la première femme noire ayant dirigé une région de police en Haïti au sein de la MONUSTA. C'était en 2013. 2021 commence chez elle par un retour bien mérité au pays natal. Non seulement je regagne ma patrie, je regagne ma famille, j'ai une très grande famille policière dans laquelle j'ai toujours servi et je serai toujours fière de servir. Rebecca Nanga quitte Bangui et ce potager, souvenir du télétravail de la période Covid. Elle quitte surtout la petite famille des cadres camerounais de la sécurité ici à Bangui. Elle en était le secrétaire général. Les au revoir ce week-end étaient émouvants. Et nous sommes à jour J-12 pour le CHAN et les principales articulations se mettent en place. Allons voir les premières images de la fan zone du championnat d'Afrique des Nations en construction à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Un projet de la CAF, la Confédération africaine de football, que présente ici Joël Igor à Banda. Voici l'espace qui abritera la fan zone du championnat d'Afrique des Nations. C'est sur le site de l'hôtel des villes de Yaoundé que cette fan zone est en train de prendre corps. Un podium pour spectacle et un chantier avec juste derrière un espace réservé pour l'écran géant. Nous disposons de plusieurs écrans dans le village, notamment le grand écran qui va diffuser des images perceptibles de partout dans le village. Le village du CHAN s'étend sur 1 hectare. Il est aménagé par le comité d'organisation du CHAN, la CAF. Ici, c'est le village des 16 nations en compétition. Juste à côté, les 4 aires culturelles du Cameroun représentées. C'est le Cameroun qui accueille le monde entier au nom de l'Afrique. Et ce Cameroun, Afrique en miniature, est représenté par les 4 aires culturelles du Cameroun. Pour réveiller la fierté des Camerounais, c'est leur événement, c'est eux qui accueillent et proposer au public international et au public national qui va venir ici aussi des produits camerounais. Le championnat d'Afrique des Nations se déroule dans un contexte de la pandémie de la Covid-19 et la fan zone du CHAN va se conformer à la donne en respectant les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais. Les plus petits ne sont pas en reste dans cette fan zone du CHAN. Cet espace leur est réservé et tout ce qui va avec. Le public de la fan zone du CHAN verra donc défiler des stars camerounaises, africaines et mondiales du football.
Prenons à présent des nouvelles des stars, les principaux acteurs de ce CHAN 2020 et nous allons prendre des nouvelles donc du tournoi des 4 nations préparatoires au championnat. Le Cameroun ce soir vient de perdre face au Niger par le score d'1-2. Le match vient de s'achever au stade annexe de l'Omnisport ici à Yaoundé et c'était la deuxième journée de ce tournoi préparatoire au CHAN. En levée de rideau, l'Ouganda avait battu la Zambie sur le score de 2-0 ce lundi. Voici les affiches du jour avec Joseph Gouet à Mandeng. Cameroun 1, Niger 2. Les Lions A' mordent la poussière face au MENA. La sortie infructueuse de l'équipe nationale du Cameroun, ici en jaune face à la sélection nigérienne, est le premier faux pas des poulains de l'entraîneur Martin Tungumpile dans ce tournoi pré-CHAN des 4 nations. Le groupe n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Par 2 fois, Hajou Kerido, le gardien camerounais, est allé ramasser le cuir dans ses filets. En levée des rideaux, l'Ouganda, ici en rouge, surprend la Zambie. 2-0. Sekajou Govian ouvre le score dans le premier quart d'heure. Le deuxième but intervient à la deuxième manche. Après le festival de Steven Mukwala, Charles Kalumba, le gardien zambien, marque contre son camp. Match très animé avec des actions de but dans les 2 camps. La Zambie, plus entreprenante, se fait piéger par l'efficacité ougandaise. Et voilà qui met un terme à cette édition du 20h30. Le maire est certainement à venir pour nos Lions A'. Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise Noambarga Aoumou et de Augustin Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté pour vous par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Présidence Actu. Yves-Marc Medzo et ses invités décryptent la dernière actualité présidentielle. Encore une fois, très bonne année 2021. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.